Les restaurants fermeraient leurs portes s'ils n'avaient pas un grand téléviseur, personne ne sortait dîner et les gens organisaient des fêtes, des soirées Dallas et ainsi de suite. Larry Hagman n'était pas seulement J.R. Ewing à la télévision, il l'est devenu dans la vraie vie. Manipulant les dirigeants, cachant des secrets dangereux et risquant le tout pour le tout dans une bataille qui aurait pu détruire Dallas à jamais. Mais la vérité sur le moment où il a failli être renvoyé est quelque chose que les fans n'étaient pas censés savoir. Avant que Larry Hagman ne devienne le méchant le plus célèbre de la télévision, il était connu pour quelque chose de complètement différent. Il jouait l'astronaute maladroit Tony Nelson dans la sitcom légère I Dream of Jeannie. Pendant près de 5 ans, les téléspectateurs l'ont vu comme l'amoureux propre, sain et légèrement idiot du génie magique de Barbara Eden. Personne regardant cette émission n'aurait pu deviner que ce même acteur incarnerait plus tard l'un des personnages les plus froids et les plus impitoyables de l'histoire de la télévision. Fait lorsque Hagman a auditionné pour Dallas, les producteurs n'étaient même pas sûrs qu'il était le bon choix. Ils imaginaient J.R. Ewing comme un homme élégant, charmant, mais pas nécessairement plus grand que nature. Hagman était sur le point de changer tout cela. La vérité, c'est que Hagman n'a pas seulement joué J.R., il l'a réinventé. Les premières versions des scripts dépeignaient J.R. comme un simple homme d'affaires texan avec une facette louche. Mais lorsque Hagman est entré sur le plateau, il a insufflé au personnage un sourire diabolique, un esprit vif et une cruauté presque joyeuse qui l'ont rendu magnétique. Les téléspectateurs n'ont pas seulement détesté Junior, ils ne pouvaient pas le quitter des yeux. La performance de Hagman a transformé ce qui aurait pu être un méchant unidimensionnel cœur et âme de Dallas. Soudain, l'émission n'était plus seulement un drame familial, c'était une bataille entre le bien et le mal, avec J.R. tirant les ficelles. Dans les coulisses, Hagman était parfaitement conscient du pouvoir qu'il créait. Il savait que chaque sourire narquois, chaque réplique sarcastique et chaque regard sournois attiraient les gens plus profondément dans l'histoire. La chaîne l'a également remarqué, les codes d'écoute ont grimpé flèche chaque fois que J.R. était au centre d'un épisode. Même si Dallas avait une solide distribution d'ensemble, cela est devenu de plus clair chaque semaine. Larry Hagman n'était pas qu'un simple acteur de la série, il était la série. Cette transformation a été choquante non seulement pour le public, mais aussi pour les dirigeants de CBS qui ont réalisé qu'ils avaient accidentellement déclenché un phénomène télévisuel, mais avec la célébrité est venue l'influence. Et avec l'influence sont venus les problèmes. Hagman ne se contentait pas d'être une star. Il était prêt à réécrire les règles de la façon dont les stars étaient traitées. Mais personne ne savait que l'ascension de Hagman tant que J.R. Ewing n'était que le début d'une guerre coulisse qui allait presque lui coûter son emploi. Lorsque Dallas a été diffusé pour la première fois en 1978, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un séisme culturel. La série était présentée comme un simple feuilleton de prime time sur une riche famille pétrolière texane. Mais quelques années seulement, elle est devenue une obsession mondiale. Au centre de tout cela, il y avait l'interprétation par Larry Hagman de J.R. Ewing, le charmant méchant que les gens aimaient détester. Chaque fois que Junior complotait une prise de contrôle, trahissait sa propre famille ou déjouait ses ennemis, le public ne pouvait pas détourner le regard. Il n'était pas qu'un autre méchant de la télévision, c'était le méchant. Au début des années 1980, Dallas n'était pas seulement un succès aux États-Unis, c'est devenu une sensation mondiale. Dans près de 90 pays, le public se branchait pour voir ce que J.R. allait faire ensuite. À son apogée, la série a attiré environ 90 millions de téléspectateurs pour le légendaire cliffhanger de qui a tiré sur J.R. Ce seul scénario est devenu le mystère le plus commenté de l'histoire de la télévision. Les journaux ont publié des théories, les talk shows ont débattu des suspects, les gens ont parié à Vegas, J.R. Ewing n'était pas qu'un personnage. Il était devenu une partie du tissu culturel. Mais derrière le faste et le glamour du succès de la série, quelque chose de plus dangereux se passait. Alors que les codes d'écoute grimpaient, Larry Hagman a réalisé à quel point il avait du pouvoir. Sans J.R., il n'y avait pas de Dallas. Les téléspectateurs ne se branchaient pas pour les autres Ewing. Ils voulaient voir le baron du pétrole impitoyable qu'ils aimaient mépriser et Hagman le savait.
il a commencé à tester ses limites avec la chaîne, s'opposant aux longues heures de travail, réécrivant ses répliques et exigeant plus de liberté créative. Ce qui a commencé comme de petits actes de défiance s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Les acteurs et l'équipe murmuraient que l'ego de Hagman grandissait avec sa célébrité, mais il ne s'agissait pas seulement d'ego, il s'agissait de levier. Hagman était tombé sur une position rare à la télévision. Il était essentiellement intouchable. Les dirigeants de CBS étaient confrontés à une question terrifiante. Et si l'homme qui a fait de la série un succès mondial décidait soudainement de partir? Et c'est exactement ce qu'il allait faire. Parce que pendant que le monde était accroché au stratagème de JR à l'écran, Hagman préparait son propre stratagème coulisses. Une négociation de contrat si choquante qu'elle a failli le faire renvoyer. 1980, Dallas était à son apogée et Larry Hagman était la star incontestée. Mais alors que la série semblait inarrêtable à l'écran, la vérité coulisses était beaucoup plus compliquée. Le contrat de Hagman était sur le point d'expirer et CBS supposait qu'il s'agirait d'un renouvellement de routine. Après tout, qui saint d'esprit abandonnerait la plus grande émission au monde? Mais Hagman n'était pas n'importe qui. Il avait étudié J.R. Ewing de si près qu'il avait commencé à penser comme lui, et tout comme J.R., Hagman était sur le point de jouer une dangereuse partie de poker à enjeu élevé. Au lieu de signer discrètement son renouvellement, Hagman a choqué les dirigeants avec une demande scandaleuse. Il voulait une augmentation de salaire qui ferait de lui l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire de la télévision. À l'époque, la plupart des stars de la télévision gagnaient des salaires respectables, mais pas exorbitants. Hagman, cependant, voulait des millions, pas seulement par saison. Il voulait 100 000 $ par épisode, un chiffre inouï, 1980. Et il ne bluffait pas. Il a dit carrément à la chaîne « Si je n'obtiens pas ce que je veux, je me vais ». Au début, CBS a cru qu'il plaisantait. Il pensait que l'homme qui avait joué Tony Nelson et maintenant Junior Ewing ne risquerait pas de tout gâcher. Mais Hagman a redoublé d'efforts. Il a cessé de se présenter aux répétitions, il a laissé entendre à la presse qu'il était prêt à partir et à huis clos, il a déclaré aux dirigeants que Dallas n'était rien sans lui. Et il le savait, les dirigeants, furieux de ce qu'ils considéraient comme de l'arrogance, ont commencé à discuter d'options radicales. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les producteurs se préparaient à tuer complètement JR et à mettre lumière un autre personnage. Certains ont même affirmé qu'ils avaient envisagé de remplacer le rôle, bien que les fans d'aujourd'hui s'accordent à dire que cela aurait été un suicide télévisuel. Pourtant, CBS pensait pouvoir déjouer le bluff de Hagman. Le raisonnement était simple. Aucun acteur n'était plus grand que la série, mais dans ce cas, ils avaient tort. Hagman avait chronométré sa rébellion avec une précision presque sinistre. La chaîne avait déjà filmé le cliffhanger choquant de Qui a tiré sur JR, un scénario qui a laissé le monde suspens. Sans JR, le cliffhanger n'avait aucun sens. Si Hagman partait maintenant, le plus grand moment de la télévision de tous les temps s'effondrerait du jour au lendemain. Il avait CBS au pied du mur et il le savait. L'impasse s'est transformée en une bataille de nerfs, aucun des deux camps n'étant disposé à céder. Mais ce qui allait suivre allait pousser la chaîne à la limite et changer à jamais les contrats de télévision. L'été 1980 est devenu l'un des moments les plus palpitants de l'histoire de la télévision, non seulement pour les fans, mais aussi pour les dirigeants de CBS qui luttaient pour leur survie. À l'écran, le monde était fasciné par celui qui avait appuyé sur la gâchette contre J.R. Ewing. Hors écran, le vrai mystère était de savoir si Larry Hagman reviendrait un jour pour le jouer à nouveau. Le timing n'aurait pas pu être plus explosif. Les négociations contractuelles de Hagman se déroulaient au même moment où le cliffhanger de Qui a tiré sur JR dominait les gros titres du monde entier. Le cliffhanger avait été un coup de génie à la fin de la saison. JR a été abattu par un agresseur inconnu, laissant le public état de choc. Les fans ont débattu sans fin. Était-ce Sue Ellen, sa femme amère ? Était-ce Kristen, sa maîtresse intrigante, ou l'une des douzaines de personnes que JR avait doublées? La question est devenue si importante qu'elle a fait la couverture des magazines, inspiré des parodies et même intégré des discours politiques. Tout le monde voulait savoir qui avait tiré sur JR, mais au siège de CBS, la question la plus importante était qui contrôle JR. Sans Hagman, la chaîne était piégée.
Ils avaient filmé des mois de télévision qui dépendaient maintenant de son retour. Et s'il partait, tout le scénario, celui qui avait transformé Dallas un phénomène mondial, s'effondrerait. Pendant des mois, CBS a envisagé de tuer JR définitivement. Des rumeurs se sont répandues dans l'industrie selon lesquelles les producteurs rédigeaient des scénarios pour expliquer sa mort. Certains initiés ont même murmuré l'impensable, remplaçant le rôle par un autre acteur. Hagman, quant à lui, est resté étrangement calme. Comme son alter ego à l'écran, il savait qu'il avait le dessus. Il a refusé de céder, laissant plutôt la pression monter jusqu'à ce que CBS n'ait d'autre choix que de plier. Plus il restait silencieux, plus la chaîne devenait désespérée. Chaque semaine qui passait, des millions de fans exigeaient des réponses. Et ces réponses ne pouvaient venir que si Hagman reprenait le rôle de JR. Fin de compte, les dirigeants de CBS ont réalisé qu'ils avaient été déjoués. Hagman avait transformé un cliffhanger fictif, une impasse réelle qui a captivé autant d'attention que la série elle-même. Ils ont discrètement conclu un accord révolutionnaire avec lui, garantissant que JR survivrait à la fusillade. Ce que les téléspectateurs ne savaient pas alors qu'ils attendaient avec impatience la révélation de cet automne, c'est que la véritable bataille, celle qui a failli tuer Dallas, avait déjà eu lieu à huis clos. Mais alors que Hagman célébrait sa victoire, une autre guerre se préparait. Parce que si l'argent et le pouvoir le maintenaient sur le trône, ses démons personnels menaçaient de tout détruire. Larry Hagman a peut-être gagné la bataille peu contractuelle, mais la victoire est venue avec une ombre dangereuse. Hors écran, son style de vie dégénérait quelque chose d'imprudent, voire d'autodestructeur. Connu parmi les acteurs et l'équipe comme l'âme de la fête, Hagman n'était pas qu'un buveur occasionnel. Il consommait de l'alcool à un niveau qui choquait même les vétérans d'Hollywood. Des histoires circulaient selon lesquelles il commençait ses matinées avec du champagne, passait à la vodka au déjeuner et maintenait le rythme tard dans la nuit. Certains initiés ont affirmé qu'il engloutissait 4 bouteilles par jour, tout se présentant pour jouer JR avec sa netteté caractéristique. Au début, cela a été minimisé comme un comportement excentrique. Hagman était drôle, charmant et semblait presque intouchable, mais la vérité était plus sombre. Sa forte consommation d'alcool n'était pas qu'une bizarrerie, elle devenait une responsabilité. Sur le plateau, les autres acteurs murmuraient à propos de moments où il bafouillait des répliques ou trébuchait lors des répétitions. Les réalisateurs craignaient que sa santé ne s'effondre à tout moment. Pour CBS, il ne s'agissait pas seulement d'une star avec un vice, il s'agissait de l'épine dorsale d'une franchise d'1 milliard de dollars qui montrait des fissures qui pourraient tout faire s'effondrer. Pourtant, Hagman semblait s'épanouir dans le chaos. Il utilisait son imprévisibilité comme levier, défiant presque la chaîne de le renvoyer. Ses mauvaises habitudes sont devenues une autre arme dans les négociations. Le message était clair, s'il voulait JR, il devait prendre Larry Hagman tel qu'il était, avec ses défauts et tout. Et, étrangement, cela a fonctionné. Les producteurs ont toléré ces frasques, terrifiés à l'idée de perdre l'homme qui avait fait de Dallas un empire mondial. Mais derrière la bravade, Hagman payait un lourd tribut. Des années de consommation constante d'alcool ont commencé à éroder sa santé. Des amis l'ont décrit comme ayant un rougissement rouge permanent, ses mains tremblant quand il ne tenait pas un verre. Bien qu'il ait ri publiquement, privé, les médecins l'ont averti que son foie était danger. Hagman a ignoré les avertissements, convaincu qu'il pouvait boire et survivre à n'importe qui. Cette imprudence a failli le détruire. Sa consommation d'alcool entraînerait plus tard une cirrhose et finalement une transplantation hépatique. Mais au début des années 1980, rien de tout cela ne comptait pour lui. Il était intouchable, du moins le pensait-il. La combinaison d'un succès fou, de chèques de paie faramineux et d'habitudes destructrices a poussé Hagman dans un monde où il croyait être invincible. Mais alors que ses vices alimentaient sa légende, ils ont également poussé CBS dans un coin et l'accord qu'ils ont finalement conclu avec Hagman n'a pas seulement sauvé Dallas, il a réécrit l'histoire d'Hollywood. À l'automne 1980, les dirigeants de CBS n'avaient pas le choix. Ils étaient acculés par l'acteur même qu'ils pensaient autrefois pouvoir contrôler. Larry Hagman avait réalisé un coup de maître digne de J.R. Ewing lui-même. Après des mois de négociations tendues, Hagman a émergé avec un contrat qui a stupéfié Hollywood.
$100 000 par épisode, plus des avantages et des libertés créatives dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Cela a instantanément fait de lui l'une des stars les mieux payées de la télévision. Et plus important encore, cela a créé un précédent qui allait se répercuter sur l'industrie pendant des décennies. Jusque-là, les chaînes détenaient tout le pouvoir, les acteurs étaient remplaçables, les séries continuaient et les salaires étaient strictement plafonnés. Hagman a brisé ce modèle du jour au lendemain, Tom Meat. Il a prouvé qu'une seule star pouvait prendre otage une série entière et gagner. Soudain, d'autres acteurs ont vu le plan. Si vous étiez essentiel à votre série, vous n'aviez pas à accepter la première offre de la chaîne. Vous pouviez riposter, bloquer la production et forcer leurs mains. Hagman avait inversé la dynamique de pouvoir traditionnelle. Les retombées ont été immédiates. Les journalistes ont qualifié son accord de Paris le plus coûteux d'Hollywood. Les initiés de l'industrie ont murmuré que Hagman avait ouvert la boîte de Pandore, donnant aux acteurs une arme qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, un levier. Les futurs stars, des icônes de sitcom aux acteurs principaux dramatiques, utiliseraient le manuel de Hagman pour exiger des salaires plus élevés. À bien des égards, les contrats de plusieurs millions de dollars que nous voyons aujourd'hui remontent à cette unique impasse 1980. Mais même si Hagman profitait des fruits de sa victoire, il y avait un sentiment de malaise sous-jacent. Les dirigeants craignaient d'avoir créé un monstre. Les camarades de casting ont tranquillement ressenti le fossé entre son chèque de paie et le leur, et Hagman lui-même, déjà proie à des habitudes destructrices, avait maintenant de l'argent et la liberté de se livrer à tous les excès sans conséquence. L'accord lui a donné tout ce qu'il voulait, mais il a également supprimé les garde-fous qui auraient pu le maintenir échec. Pourtant, pour le moment, Hagman était intouchable. Le champagne coulait à flot, les gros titres le louaient et Junior Ewing est revenu sur les écrans de télévision plus puissant que jamais. Le cliffhanger a porté ses fruits, les codes d'écoute ont grimpé flèche et le public n'a jamais su à quel point le personnage avait failli être effacé à jamais. Mais la victoire de Hagman a eu un coup caché, parce que si son contrat a cimenté sa place dans l'histoire, son corps commençait à montrer le prix de ses années d'excès. Et bientôt, le même homme qui avait déjoué les plus grands dirigeants d'Hollywood allait affronter une bataille dont il ne pourrait pas se sortir par son charme ou ses négociations. Larry Hagman avait gagné la bataille pour l'argent et le pouvoir, mais derrière le rideau, sa vie s'effondrait. Le même charme qui le rendait magnétique à l'écran était souvent obscurci par sa consommation incessante d'alcool hors de l'écran. Les camarades de casting ont Batting plaisantait sur sa tolérance légendaire, mais la vérité n'était pas une plaisanterie. Il consommait de l'alcool à un niveau qui laissait même les partenaires d'Hollywood chevronnés stupéfaits. Du champagne au petit déjeuner, de la vodka au déjeuner, du bourbon le soir, c'était constant. Son foie était assiégé, tout comme sa réputation. Sur le plateau, le comportement de Hagman est devenu imprévisible. Certains jours, il était d'une netteté remarquable, prononçant les répliques de JR avec la précision glaçante que le public adorait. D'autres jours, il bafouillait, trébuchait ou oubliait des pages entières de dialogue. Les costards et l'équipe ont appris à s'adapter, parfois le couvrant, parfois levant les yeux au ciel, mais toujours sachant qu'ils avaient besoin de lui. Il n'était pas qu'un simple acteur. Il ne pouvait pas le remplacer. Et il le savait. Cette invincibilité alimentait son imprudence. Au milieu des années 1980, les fissures étaient trop importantes pour être ignorées. Hagman a été diagnostiqué avec une cirrhose, un rappel brutal que ses années d'excès l'avaient rattrapé. Même alors, il n'a pas complètement ralenti. Des amis se sont souvenus de lui riant des avertissements des médecins, plaisantant, disant qu'il était mariné et qu'il ne pourrait jamais mourir. Mais la vérité était plus sombre. Son corps se décomposait et sa survie dépendrait finalement d'une transplantation hépatique. Malgré le chaos, Hagman n'a jamais manqué une saison de Dallas. Sa présence était trop précieuse et CBS ne pouvait pas risquer de le laisser partir. Cette loyauté, cependant, n'était pas seulement de l'admiration, c'était du désespoir. Sans JR, la série s'effondrerait. Ainsi, la chaîne a permis les habitudes des choses dangereuses de Hagman, fermant les yeux alors qu'elle aurait dû intervenir d'une certaine manière.
La machine que Hagman avait si brillamment manipulée était maintenant complice de sa chute. Mais même si sa santé faiblissait, le pouvoir de star de Hagman ne s'est jamais estompé. Les fans ont continué à l'idolâtrer, inconscients de sa fragilité. Pour eux, il était toujours le baron du pétrole impitoyable, intouchable et éternel. L'ironie était brutale. L'homme qui avait déjoué les dirigeants d'Hollywood perdait une guerre beaucoup plus personnelle contre lui-même, et pourtant, dans son dernier acte, Hagman a réussi à transformer même la tragédie héritage. Parce que ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas seulement un personnage légendaire, mais un plan pour la façon dont les stars pouvaient réécrire les règles de la télévision pour toujours. L'histoire de Larry Hagman est l'un des plus grands paradoxes de la télévision. D'une part, il était le méchant que tout le monde aimait détester. Un homme qui a transformé Junior Ewing, une icône culturelle, et a changé à jamais la façon dont les drames télévisés étaient écrits. D'un autre côté, il était une star dont les démons personnels ont failli le détruire. Mais de ce chaos est né un héritage qui façonne encore Hollywood aujourd'hui. L'impasse contractuelle qui a failli le faire renvoyer est considérée comme un tournant dans l'histoire de la télévision. Avant Hagman, les acteurs étaient remplaçables, les salaires étaient modestes et les chaînes détenaient les cartes. Après Hagman, les stars ont réalisé qu'elles pouvaient exiger et recevoir des salaires sans précédent si elles étaient indispensables. Chaque accord à succès qui a suivi, des méga-stars de sitcom dans les années 1990 aux distributions d'ensemble des géants du streaming d'aujourd'hui, doit une dette au modèle créé par Hagman. Mais l'héritage de Hagman n'est pas seulement financier, il a redéfini ce que signifie être un méchant de la télévision. Junior n'était pas une caricature. Il était nuancé, charmant et terriblement réel. Les téléspectateurs le détestaient, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de le regarder. Ce type de personnage magnétique et moralement complexe est devenu le modèle pour les futurs anti-héros de la télévision, ouvrant la voie à des personnages comme Tony Soprano, Walter White et Don Draper. Sans le GR de Hagman, la narration télévisuelle n'aurait peut-être jamais évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Hors écran, sa vie s'est restée marquée par des contradictions. Il était un mari dévoué, marié à sa femme Madge pendant près de 50 ans, tout étant publiquement sauvage et imprudent dans ses habitudes. Il a combattu ses démons avec humour, banalisant souvent sa consommation d'alcool, même si cela a failli le tuer. Et lorsqu'il a finalement reçu une transplantation hépatique salvatrice au milieu des années 1990, il a utilisé sa deuxième chance pour plaider faveur du don d'organes, transformant sa chute personnelle quelque chose qui a aidé d'innombrables autres personnes. Lorsque Hagman est décédé 2012, les hommages ont afflué du monde entier. Les fans se sont souvenus du sourire impitoyable, du chapeau de cow-boy, du rire inoubliable. Mais ceux qui ont travaillé avec lui se sont souvenus d'autre chose, l'homme qui a défié la chaîne la plus puissante de la télévision, a tout risqué et est reparti avec le genre de victoire que JR lui-même aurait admiré. Larry Hagman n'était pas qu'un acteur, il était un changeur de jeu, un transgresseur de règles et un survivant, et son impasse inédite avec Dallas prouve que parfois les batailles les plus choquantes ne sont pas celles que nous voyons à l'écran. Ce sont celles qui sont menées secret, où les enjeux sont plus élevés que quiconque n'ose l'admettre.